Salut à toi, c'est Eturan. Un petit message avant de commencer la vidéo pour te dire que si jamais ça te plaît, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, à laisser un petit like, un petit commentaire et surtout à partager autour de toi, ça permettra de faire découvrir mon travail. Et si jamais le contenu te plaît, je fais pas mal d'autres choses, donc regarde dans la description, il y a plusieurs liens qui pourraient t'intéresser, et sinon j'en parle en fin de vidéo. Bon visionnage à toi. New York, écrit par Stephen Wall. Première partie. Chapitre 1. La tribu avait élu domicile dans la vaste dépression située entre la chaîne Cuba au nord, les monts Haït à l'est et les lointains contreforts du massif Jamaï. L'herbe y était toujours verte et le gibier abondait. Les hommes se mettaient à plusieurs pour traquer l'émeute errante, qui se voyait rabattue vers les marécages et criblée d'éclats de corail. Puis ils dépeçaient les chiens sauvages et revenaient chargés de viande. Vers le soir, ils arrivaient en vue du village de Tente. Ils jetaient leur chasse au milieu du brasier préparé par les femmes, et la viande grésillait dans les flammes. Ensuite, Toz piquait les morceaux du bout de sa lance de chef et distribuait la pitance. Chacun mastiquait lentement sa part de chair mal cuite et de cendres craquantes. Quand les hommes avaient assez mangé, ils se retiraient et, assis à la porte des tentes, riaient grassement au spectacle des femmes et des enfants se précipitant à leur tour pour sucer les os, lécher le sang sur le sol et se brûler les doigts en cherchant des morceaux oubliés dans la braise. Ils les traitaient de mangeurs d'herbe, car la viande était en principe réservée aux chasseurs. Toz était grand et fort, le plus fort de tous. Ses muscles roulaient sous sa peau brune, lacérée de vieilles cicatrices. Sa barbe blonde s'étalait largement sur sa poitrine puissante, contre laquelle il avait un jour étouffé un jaguar. Et pourtant, Toz inclinait le front devant celui qui sait tout, qu'on appelait aussi le vieux. Il lui portait toujours la première part, dans sa tente encombrée d'objets bizarres offerts par des dieux dont il était l'ami. Le vieux avait vu naître tous les membres de la tribu. Nul ne se souvenait de l'avoir connu jeune. D'ailleurs, pour ces esprits barbares, le passé devenait brumeux au-delà de quelques saisons. Il portait, roulé plusieurs fois autour de son torse maigre, un long collier de vertèbres dont chacune avait appartenu à un chef ou à un chasseur fameux. Il ajoutait ainsi à son propre prestige celui des ancêtres disparus. Chapitre 2. Ce soir-là, le vieux sortit de sa tente et resta immobile sur le seuil, visage buriné par les flammes dansantes, attendant que les rires s'éteignissent les uns après les autres. Un à un, les hommes tournèrent les yeux vers lui. Les mangeurs d'herbe s'écartèrent du grand feu. Le vieux s'avança lentement au centre du village et parla. « Demain, j'irai chez les dieux, » dit-il. Un murmure courut dans la tribu. Puis Toz approcha du vieux un siège, simple bille de bois qu'il posa d'une main sur son épaule avant de la laisser tomber derrière celui qui sait tout. Le vieux s'assit. « Demain, dit-il, je monterai dans les montagnes de Cuba jusqu'à Santiago, la ville des dieux. » Ah ! Firent les voix profondes des chasseurs. Les hommes firent tourner leur fronde à toute vitesse et la clairière s'emplit d'un bruissement sauvage. Les femmes dansèrent autour du feu en glépissant. « Il ira voir les dieux !»« Ah !» firent les chasseurs. « Il leur demandera ce qu'il faut faire !»« Ah !»« Lui seul peut faire cela !»« Ah !»« Lui seul peut monter dans les neiges !»« Ah !» Les frondes tournaient toujours. La sueur coulait sur les torses, mais les bras musclés tressautaient infatigablement au rythme rapide des poignets. Au bout d'un long moment, les litanies prirent fin. Alors les chasseurs virèrent sur eux-mêmes, et le dernier tour des frondes vides fut stoppé par un choc puissant sur les tentes sonores, formées de peaux sur les carcasses de baleines. Des baleines échouées depuis 500 ans entre les îles Cuba, Haïti et Jamaïque, quand la terre s'était brusquement asséchée, quand les continents, transformés en montagnes, dominèrent l'immense dépression atlantique réduite à quelques lacs saumâtres peuplés de monstres. Quand de vastes prairies d'herbes malsaines, coupées tantôt de déserts, tantôt de marécages, unirent les hauteurs neigeuses d'Amérique au bloc eurafricain. Entre deux danses, Toz déposa au pied du vieux un lourd paquet de fourrures. Pièce par pièce,
les femmes vêtirent le vieillard. L'un après l'autre, il tendit ses pieds sales et cornés tandis qu'elle passait des broquetins de peau d'ours auxquels on fixa par des lanières d'épaisses semelles de cuir. « Afin que le froid des montagnes ne morde pas ses pieds !» chantait-elle. « Ah !» scandaient les chasseurs. Thos bondit par-dessus les flammes en faisant des moulinets avec sa lance. Puis on dut coudre au vieux de larges pans de fourrure autour de ses cuisses, autour du torse. Ses bras maigres trouvèrent l'asile dans un triple fourreau de peau de chien et une toque emprisonna ses cheveux gris. Quand il fut équipé pour l'expédition, l'aube pointait derrière les premières collines de Haït. La cérémonie avait duré toute la nuit. Les chasseurs et les femmes montraient des traits tirés par la fatigue. Des enfants terrassés de sommeil gisaient çà et là dans la clairière, petits corps maigres agités de frissons dans le froid du matin. Le vieux se leva et dit « Quand je reviendrai, dans 4 jours, l'enfant noir mourra. » À ces paroles, l'enfant qui somnolait la tête entre les jambes sursauta, jetant autour de lui un regard de bête traquée. Tous les yeux de la tribu s'attachaient à lui. Les femmes claquaient de la langue avec satisfaction. Les chasseurs se fouettaient les pectoraux, avec des gestes lourds. Un autre enfant jeta une pierre à l'enfant noir, dont l'épaule saigna. Il abaissa de nouveau la tête entre ses jambes et feignit de se rendormir pour avoir la paix. Habitué aux brimades, il connaissait le meilleur moyen d'obtenir la tranquillité, se faire oublier. Il n'avait jamais compris pourquoi il était considéré comme un ennemi dans sa propre tribu, pourquoi il était né noir. Il ignorait que le sang vigoureux d'une race disparue ressurgissait en lui, après des générations de latence. Il paraissait avoir 11 ou 12 ans. Le vieux l'avait toujours haï sans savoir pourquoi. Une empathie confuse germait dans le cerveau d'une brute à demi folle. La tribu adoptait la haine du vieux tout-puissant. Pourtant, l'enfant noir avait le regard moins borné que la plupart. Son isolement moral l'avait forcé à se distraire tout seul, à former des pensées rudimentaires. Mis à l'écart des autres, de leurs occupations, de leurs fêtes, de leurs repas, ces interminables loisirs forcés avaient décuplé en lui un certain don d'observation. Il se nourrissait de détritus et de petits rongeurs attrapés à la main et dévorés crus. Pourquoi le vieux avait-il toujours remis à plus tard son exécution ? Par peur d'un choc en retour, d'un maléfice ? Le fait d'avoir un enfant noir dans la tribu était extraordinaire, mystérieux, donc suspect. Mais quelles conséquences pouvait avoir sa mort, pourtant ardemment désirée ? Et voilà que le vieux décidait d'en finir ? La chose était certaine. Le vieux avait parlé net devant tout le monde. Il ne pouvait se dédire. Mais il avait eu tort d'attendre si longtemps. L'enfant noir ne croyait pas, était le seul de la tribu à ne pas croire à la puissance du vieux. Un instinct sûr lui affirmait que le vieux n'aurait rien été sans son chapelet de vertèbres. Rien du tout. Il usurpait la puissance des morts. Mais le chapelet, ça, c'était sérieux. L'enfant noir y croyait dur. Quant aux dieux, qu'il n'avait d'ailleurs jamais vus, tantôt il l'effrayait, tantôt il s'imaginait leur ami. Il voyait dans sa faiblesse un complément naturel de leur puissance. Il sentait obscurément qu'il pouvait obtenir leur protection. Ainsi songeait l'enfant noir, la tête entre ses mains. Quand il perçut que l'intérêt des chasseurs l'avait quitté, il glissa un regard craintif entre ses doigts et vit que le vieux s'était mis en marche vers l'ouest, suivi à distance respectueuse par toute la tribu. L'enfant se leva et erra dans le village désert. Sa solitude l'effraya. Il courut vers la caravane et la suivit en se cachant, de buisson en buisson. C'était toujours ainsi. Il craignait les autres hommes, savait qu'un jour ou l'autre il serait sacrifié, mais il avait besoin d'eux malgré tout. Plusieurs fois il s'était enfui, mais les dangers de la brousse le ramenaient toujours vers le grand feu clair autour duquel régnait une espèce de sécurité. Il préférait être tué par les hommes à se voir pourchassé par les meutes de chiens sauvages, à risquer d'être broyé par les dents d'un saurien. Loin devant, le vieux paraissait déguisé en ours. Il clopinait lourdement sur une pente de gravier. On entendait les ululements des femmes ricocher en échos sinistres sur les falaises nues. On voyait les silhouettes massives des hommes qui, de temps en temps, faisaient tournoyer leur fronde avant d'en frapper le sol ou le tronc des arbres. Par moments, ils cognaient tous ensemble et les vallées s'emplissaient d'un tonnerre lointain qui troublait les monstres au fond de leur retraite.
Après plusieurs heures de marche, le vieux étendit les bras. Il avait atteint le niveau des coraux. Plus haut, c'était la neige, la glace, l'air raréfié où seuls pouvaient vivre les dieux ou des êtres doués, comme le vieux, de pouvoirs surnaturels. C'est du moins ce que croyait la tribu. Le vieux continua seul, trébuchant sur les coraux couverts de givre. On voyait son haleine fumer devant lui. Il remontait de temps en temps d'un coup d'épaule le sac grossier qui renfermait des racines comestibles et de la viande sèche. Chapitre 3. Tant qu'il se sentit en vue de la tribu, le vieux marcha avec dignité, sans tourner la tête. Mais quand les hurlements des femmes n'atteignirent plus ses oreilles, il jeta un bref regard en arrière et s'arrêta. Il contempla les vallées, puis leva sa tête encapuchonnée vers les hauteurs, découvrant sa denture noire dans un sourire avide. Il se racla la gorge et souilla la neige d'un crachat verdâtre. Il assura son sac d'un coup de rein et, soufflant, continua la montée. L'air vif lui brûlait la gorge. Aussi rentrait-il le menton pour respirer à travers sa barbe sale, pleine de grumeaux de vieille nourriture. Sous l'action du froid, il urina sans interrompre sa marche, et sentit une tiédeur piquante lui couler le long des jambes, imprégner les fourrures, brûler un peu plus ses plaies eczémateuses. Malgré son grand âge et les fatigues de l'ascension, il s'imposait des efforts inouïs. Quelque chose l'attirait là-haut, quelque chose de merveilleux, la liqueur des dieux. Il escalada les rocs autour desquels folâtraient jadis d'innombrables requins, passa les murs de corail qui, autrefois, ceinturaient les rivages, mais ne formaient plus aujourd'hui qu'un rempart couvert de neige et de rares lichens. Enfin, la ville des dieux fut en vue. Juchée à 2000 mètres, la digue du port présentait un aspect insolite. Elle avançait en promontoire au-dessus du vide. Derrière elle, on distinguait un entassement de ruines relativement épargnées par les éboulements. Le vieux se hissa jusqu'au port, escalada les degrés menant à la digue et courut vers la ville morte. Ses semelles rudimentaires claquaient sur le ciment lézardé. Les pans de ses lourds vêtements volaient à la bise glaciale, sifflant dans les ruines une chanson désespérée. Le vieux se précipita vers une grande bâtisse, sans fenêtre et sans toit. On pouvait distinguer sur la façade une vieille inscription, à demi rongée par les siècles. Des signes bizarres, seulement compréhensibles aux dieux. Cuban Rum S.A. Le vieux s'engouffra sous la voûte, se rua sur des entassements d'objets bizarres, cylindriques, avec une extrémité effilée, d'un poli incroyable de teinte brune. Le vieux brisa avec une pierre la pointe d'un de ces objets, s'assit sur le sol et, la tête renversée vers le ciel, fit couler dans sa gorge un liquide doré à la saveur brûlante. Sa pomme d'Adam remua 2 ou 3 fois, à chaque déglutition, puis il s'étrangla, toussa, le visage poissé de rhum. Quand il reprit son souffle, il poussa un profond soupir, les yeux noyés de jouissance, la bave aux lèvres. Puis il éructa bruyamment et but encore quelques gorgées. Enfin, il se mit debout et dansa d'une façon pénible en tournant sur lui-même. Il lâcha la bouteille qui se brisa sur le sol. Il resta un instant à la considérer fixement, puis éclata de rire et en prit une autre. « Je suis un dieu !» cria-t-il aux échos de la montagne. Il sortit en titubant de l'entrepôt, erra par les rues encombrées de débris. Il avisa une vieille affiche de plastique représentant le visage hilar d'un homme imberbe, à la chevelure lisse comme un casque, aux dents éblouissantes. Pour s'en approcher, il contourna un tas de pierres. Par un phénomène de rétraction successive voulu par les hommes disparus depuis des siècles, les lèvres de l'homme imberbe s'agitèrent, prononçant un mot silencieux et sans signification présente. « Easy shave », « Je suis un dieu !» affirma le vieux à l'affiche. La moitié inférieure du rectangle de plastique, décollé, s'agita un peu dans le vent. Le vieux regarda cela d'un œil trouble. « Oui !» dit-il. « Tu as dit oui !» La vieille affiche usée se souleva encore un peu, agitant des signes magiques représentant cet aspect insolite. «
Easy shave, rasoir à ultrasons. Je suis un dieu, comme toi, comme vous, dit encore le vieux en virant sur lui-même pour quêter l'approbation d'autres grandes images plus ou moins détériorées qui tapissaient les murs. Son mouvement le fit glisser à genoux. La bouteille roula à quelques mètres, se brisa. Il rampa vers elle, but la liqueur qui coulait à gros hoquets par l'ouverture brisée. Puis il s'endormit sur le sol, la tête couchée dans la neige souillée de rhum et de débris de verre. Dans la rue déserte, les dieux plats, collés au mur, gardaient leur sourire indifférent et tragique. Le vent se déchirait aux angles coupants des ruines, miaulé par les fenêtres défoncées, déséquilibrait de temps à autre une motte de neige qui s'écrasait auprès du vieux dans un bruit mat. Animés par les courants d'air, les dieux se parlaient d'un mur à l'autre, entrecroisant au-dessus du sommet de l'ivrogne des muettes paroles de leur langue mystérieuse. Easy shave, Coca-Cola, Visit Mars. Chapitre 4. À la fin du 4e jour, Those, suivi des chasseurs, partit à la rencontre du vieux. S'arrêtant au pied des premières falaises, ils guettèrent l'apparition de la silhouette clopinante et velue. La nuit tomba. Those ordonna de faire du feu. Un chasseur sortit d'une besace une petite provision de bois sec et de mousse et frotta de silex. Une flamme minuscule s'éleva, grandit, devint assez forte pour dévorer du bois humide et répandit une fumée âcre qui fit tousser les hommes. Ils attendirent toute la nuit. À l'aube, Those approcha des falaises et hurla comme un loup, les dents découvertes. « Vieux !» Mais sa voix se perdit dans les nuages qui couraient à toute vitesse en s'effilochant à la cime des coraux. « Vieux !» hurla le chœur des chasseurs. Seul le vent répondit. Those s'engagea alors dans un défilé serpentant entre deux falaises. Les genoux tremblants d'une terreur sacrée, il avança d'une centaine de mètres et s'arrêta. Loin devant lui, une branche de sapin lourdement chargée de neige se débarrassa brusquement de son fardeau, traçant un rapide demi-cercle en l'air. Those, les yeux embués, crut discerner un geste menaçant. Il redescendit la pente à toute vitesse et, haletant, rejoignit les chasseurs. Muscles tendus, prêts à une fuite éperdue, les hommes attendirent que Those parlât. « J'ai vu un dieu, dit Those d'une voix rauque. Il m'a fait signe d'attendre. Nous resterons ici jusqu'au milieu du jour. » Chapitre 5. Quand les femmes, restées au village, aperçurent la petite caravane des chasseurs qui sortaient de la jungle, elles sautèrent sur place en poussant des cris de joie. Car le retour du vieux signifiait souvent l'arrivée de cadeaux surprenants que les dieux envoyaient à la tribu. Des morceaux de miroir brisés pour se mettre dans les oreilles, des aiguilles pour coudre les peaux, de vieilles boîtes de conserve pour puiser de l'eau au marécage. Les femmes trépignèrent. L'une d'elles tournoya à toute vitesse sur ses jambes maigres et variqueuses, bras étendus, faisant flotter autour d'elle ses longs cheveux roux et ses mamelles plates. Mais à mesure que les chasseurs approchaient, les femmes se turent l'une après l'autre, intriguées. La danseuse folle s'arrêta et ouvrit une bouche baveuse et stupéfaite. Le vieux n'était pas là. En silence, elles entourèrent les chasseurs. Avec mauvaise humeur, Those poussa violemment le manche de sa lance dans le ventre d'une femme se trouvant sur sa route. Il marcha jusqu'au milieu du village. Il se moucha dans ses doigts et les essuya dans sa barbe blonde. Puis il fit signe aux chasseurs de jeter dans les flammes le porc sauvage qu'ils avaient tué sur le chemin du retour. Chapitre 6. L'enfant noir était resté tapi derrière une tente, cœur battant, tandis que les femmes hurlaient. Quand le silence se fit, il risqua un regard dans la clairière. Il entendit Those annoncer l'absence du vieux. Cela était-il bon ou mauvais pour lui ? Il n'aurait su le dire. Des idées fugitives et mal liées entre elles se formaient dans sa cervelle inculte. Mais les faibles images qui éclosaient puis claquaient comme des bulles dans sa tête se polarisaient peu à peu autour d'un thème central. Un choix dû à de mystérieuses et impondérables luttes d'intérieur entre des pensées rudimentaires et rivales
en élimina définitivement certaines, en groupa d'autres en série en assez grand nombre pour que leurs forces additionnées donnassent une impulsion motrice à ses muscles. L'enfant noir se leva et fit le tour du village, en se cachant derrière les tentes. Il arriva jusqu'à celle du vieux. Il dut sectionner un par un les fils épais qui cousaient les peaux entre elles et se glissa à quatre pattes à l'intérieur. Une suffocante odeur de rhum l'assaillit, l'odeur même du vieux. L'enfant noir resta un bon moment immobile et tremblant de frayeur, attendant d'habituer ses yeux à la pénombre qui régnait sous la carcasse de baleine dont on voyait les côtes rondes s'incurver au plafond. Bientôt, il distingua les détails de sa retraite. Un invraisemblable bric-à-brac l'entourait. Amas désordonné de fourrures, bouteilles brisées, objets bizarres ayant appartenu aux dieux. Il reconnut la série de casseroles rouillées fixées par ordre de taille sur une bûche que le vieux sortait les jours de grande fête et qu'il frappait à tour de bras pour rythmer les chants des femmes. Quand l'enfant eut constaté que son sacrilège n'amenait aucune conséquence immédiate, il choisit des fourrures à sa convenance et les adapta à sa petite taille, déchirant avec ses dents les morceaux trop longs, les cousant grossièrement comme il avait vu faire les femmes. Il se ceintura plusieurs bandes autour de la taille pour maintenir l'ensemble et s'entortilla les pieds dans des lanières de peau de chien. Il glissa dans un sac une provision de viande sèche et passa prudemment la tête par l'ouverture qu'il avait pratiquée dans le dos de la tente. La nuit tombait. Des ronflements sonores montaient des rudimentaires abris. Deux chasseurs somnolaient auprès du feu, la fronde entre les jambes. L'enfant noir se glissa en rampant hors du village, se dirigeant vers l'ouest, gagna la brousse. Les rouages simples de son esprit étaient bloqués par une idée tenace que n'affaiblissait aucun raisonnement parasite. Retrouver le vieux. Il s'engagea dans les hautes herbes, d'où émergeait par instants la masse sombre et hérissée des buissons d'épines, et prit la piste menant à la ville des dieux. Alourdi par le poids inhabituel des vêtements, il marcha longtemps, inattentif aux ruisseaux de sueur inondant l'intérieur des fourrures. Il dut à plusieurs fois s'arrêter pour renouer les bandes protégeant ses pieds. Un nuage de moustiques l'accompagnait dans sa marche. Bientôt, le terrain monta par degrés, il quittait la vallée. Avec soulagement, il laissa derrière lui les hautes herbes d'où pouvait à tout instant surgir un fauve et escaladait les premières pentes à l'herbe rase. La nuit profonde l'empêchant de distinguer sa route, il se laissait de temps en temps tomber à terre et, le nez contre le sol, reconnaissait la piste aux émanations laissées par le passage des hommes. L'odeur de l'ancêtre dominait celle des autres. Il arriva enfin aux falaises et hésita un instant à les franchir. Derrière, commençait le domaine des dieux. « Vieux !» s'écria-t-il sans oser avancer. Il tremblait à la fois de peur et de froid sous ses fourrures. « Dieu !» s'écria-t-il encore. « Où est le vieux ?» Il prêta l'oreille au murmure du vent. L'enfant noir va monter chez les dieux pour retrouver le vieux. L'enfant noir est un ami. « Ami ! Ami !» répondait l'écho ricochant de falaise en falaise. L'enfant crut discerner dans ce phénomène un accord des dieux. Il s'engagea lentement dans le défilé menant à la ville morte. De temps à autre, il répétait à tue-tête « L'enfant noir est un ami ! Il vient chercher le vieux qui n'est pas venu !» Malgré le blanc de brouillard qu'il traversait, il suivait facilement les traces du vieux dans la neige. La tête courbée vers le sol, il peignait, glissait sur les pentes glacées, gêné par son accoutrement. Enfin, il dépassa le brouillard et leva les yeux. Ce qu'il vit le fit se jeter à genoux, bras étendus dans une attitude de prière et de supplication. Au-dessus de lui, la digue noire du port se profilait sous le ciel criblé d'étoiles. Derrière elle, de hautes façades d'immeubles, blancs sous la lune, regardaient l'enfant noir de leurs centaines de fenêtres aveugles. Et celui-ci pensa que ces géants de pierre aux yeux multiples étaient des dieux aux longs visages sévères, coiffés d'une frange de cheveux de neige. Se hissant, tantôt sur les genoux, tantôt à quatre pattes, il traversa le port. De temps en temps, il se prosternait en murmurant d'une voix anxieuse et précipitée. « L'enfant noir est un ami. Il vient seulement chercher le vieux. Il vient chercher le vieux qui n'est pas venu. » Quand il touchait le quai, il restait longtemps allongé sur le sol, attendant un geste ou un mot des dieux, attendant peut-être une punition terrible et brutale.
Puis, rien n'arrivant, il se redressa et monta pas à pas les marches de pierre, les entrailles nouées par la peur. Humble petite ombre solitaire se découpant sur la neige, il s'approcha des maisons. Il suivit les traces du vieux jusqu'à l'entrée de l'entrepôt, hésita longuement à franchir le porche, se décida enfin à progresser de quelques pas craintifs, s'attendant à chaque seconde à être foudroyé. Il ressortit à reculons et s'engagea dans une rue où les traces de celui qu'il cherchait s'interrompaient, masquées par les amas de neige poudreuse. Il laissa errer son regard autour de lui et, les yeux exorbités, retomba à genoux. Des visages jeunes et roses l'entouraient. « Visite Mars !» disaient les lèvres rouges d'une hôtesse de l'espace. Elle disait la même chose inutile dans un sourire figé depuis 500 ans. « El meilleur !» articulait en silence une figure jeune brandissant un pot de condiments. De saisissement, l'enfant noir se laissa tomber en avant. Ses mains plongèrent dans la neige. Il sentit sous ses doigts le contact d'un corps raidi, matelassé de fourrure. « Les dieux ! C'étaient ceux-là, les dieux !» Ils avaient l'air bienveillants. L'enfant noir répéta. « Je suis venu chercher le vieux. » Puis il osa regarder ce qu'il touchait sous la neige. Il déblaya lentement la poudre blanche amassée autour du cadavre. C'était bien le vieux. L'enfant noir le secoua en criant « Vieux !» Il faisait un geste qu'il n'aurait osé imaginer quelques heures auparavant. Il touchait le vieux, il lui parlait, lui, paria qui n'avait jamais approché celui qui sait tout sans recevoir une pierre haineuse en pleine figure. Mais le vieux ne bougeait pas. Son visage bleu de froid s'agitait sous les secousses de l'enfant. Il gardait dans la mort un béat sourire d'ivrogne, sa barbe était salie de neige. Une petite stalactite de glace pendait à la commissure de ses lèvres noires. « Le vieux dort, » murmura l'enfant. « Quand le vieux ne dormira plus, l'enfant noir lui dira que la tribu attend le vieux. » Il quêta du regard l'approbation des dieux. « Easy shave, » disait un jeune dieu imberbe. « L'enfant noir est l'ami des dieux » osa proclamer l'enfant. Il s'approcha respectueusement d'une affiche, la toucha. Puis, s'enhardissant, il alla toucher toutes les autres, une à une. Aucune ne s'offusqua. L'enfant noir en conclut que les dieux étaient avec lui. Le cœur débordant d'une joie nouvelle, il se perdit dans le labyrinthe des rues désertes, riant à toutes les images qu'il rencontrait, faisant voler autour de lui à grands coups de pied la merveilleuse poudre blanche et froide qu'il touchait pour la première fois de sa vie. Chapitre 7. Quand l'aube pointa derrière les collines, le cri d'un bébé affamé réveilla Tose. Il ouvrit les yeux et regarda d'un air stupide la lueur pâle qui filtrait par une brèche de la tente au-dessus de lui. Puis il se dressa, bousculant autour de lui ses femmes. Une pensée venait d'éclore derrière son crâne épais. Le vieux n'est pas venu. Il sortit dans la clairière. Sa peau tannée se couvrit de chair de poule à l'air vif du dehors. Comme un somnambule, il s'approcha du foyer et considéra d'un air vague les deux gardes endormis. Puis une plainte sortit de sa poitrine profonde. Un à un, les chasseurs sortirent des tentes et se tinrent debout, la fronde roulée autour de la taille, à respectueuse distance du chef. Réveillés en sursaut, les deux gardes s'éloignèrent de Tose, qui paraissait de méchante humeur. Celui-ci resta longtemps à considérer la braise du foyer. Puis il leva lentement la tête et promena sur ses hommes un regard absent. Il ouvrit la bouche. « Tose ira attendre le vieux aux falaises, » dit-il. Il désigna un homme. « Bag conduira les chasseurs. Il les conduira à la poursuite des chiens sauvages. Ce soir, Bag et les chasseurs rapporteront la viande des chiens sauvages. Et Tose ramènera le vieux quand il aura quitté les dieux. Il ramènera le vieux quand il sera descendu des falaises. » Il ferma la bouche. Le tonnerre rapidement articulé de sa voix s'éteignit derrière sa barbe d'or. Il s'arma d'une fronde, prit sa lance et sortit du village d'une foulée puissante. On n'entendit plus que le bruissement des hautes herbes dans lesquelles il avait disparu. Puis ce bruit lui-même s'amenuisa, s'éteignit. Alors Bag fit tourner sa fronde au-dessus de sa tête et dit « Que les chasseurs suivent Bag !» Les hommes s'en allèrent. Le village resta peuplé de femmes aux cheveux pendants et d'enfants maigres au ventre gonflé,
qui toussaient à fendre l'âme en grattant nerveusement leurs piqûres de punaises de la nuit. Chapitre 8. L'enfant noir visita les ruines. Il franchit des éboulis, passa des cours désertes, pénétra dans les sous-sols d'un immeuble, s'y perdit et erra longtemps dans les entrailles souterraines de la ville, dans le labyrinthe des caves et des couloirs de métro. Enfin, il distingua une lueur lointaine et pensa que le jour se levait. Il se dirigea vers ce qu'il croyait une issue et arriva dans une salle bariolée de publicité où la lumière était bien plus belle et bien plus chaude que celle du soleil. Il ignorait qu'une pile au silicium, intacte par miracle, éclairait et chauffait cette salle depuis des siècles. Il se crut dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire même des dieux. Après avoir admiré, après avoir parlé familièrement aux dieux qui l'entouraient, il se coucha sur le sol, mangea une partie de ses provisions et s'endormit paisiblement après s'être débarrassé de ses fourrures trop chaudes. Une idée nouvelle berça son premier somme. L'enfant noir dira au vieux que la tribu l'attend. L'enfant lui dira quand il sera réveillé. Mais l'enfant noir ne suivra pas le vieux, il restera avec les dieux. L'enfant noir est l'ami des dieux. Chapitre 9. Quand il s'éveilla, il chercha à s'échapper des souterrains et s'aperçut qu'il avait dormi à côté d'une sortie. Il grimpa les marches et se retrouva dehors. Le froid l'obligea à redescendre pour se couvrir des vêtements qu'il avait abandonnés. Une fois équipé, il erra dans la ville et finit par retrouver la rue où gisait le cadavre de l'ivrogne. Son approche fit s'envoler 3 vautours. Il trouva le visage de celui qui sait tout, atrocement picoré par les becs de ces oiseaux de proie. Les orbites vidées ouvraient 2 trous noirs au-dessus du rire macabre des dents, découvertes par l'absence d'une joue. « Le vieux est mort », comprit l'enfant noir. Cette révélation le plongea dans une stupéfaction sans bornes. Il n'avait jamais imaginé que le vieux pût mourir un jour. Alors, à grands efforts, il tira le mort, le fit glisser sur la neige, l'entraîna vers l'entrée du métro. Il y mit plusieurs heures. Ce fut beaucoup plus facile de faire dévaler les marches au cadavre. Quand la raideur de la chair disparut sous l'action de la tiédeur ambiante, l'enfant noir accomplit les rites qu'il avait vu effectuer dans la tribu. Par une chance unique, il avait trouvé le vieux mort. C'était donc à lui d'accomplir les rites. Aucun chasseur ne pouvait prétendre l'avoir vu en premier. Il fendit le crâne et dévora la cervelle crue, s'appropriant ainsi toute la force et toute la science du vieux. Puis il peina encore un jour entier pour déshabiller le cadavre, pour fendre les chairs, pour en extirper une vertèbre qu'il ajouta au chapelet funèbre d'où le vieux tirait la plus grosse partie de son prestige. L'enfant noir s'enroula le chapelet autour de la taille et des épaules. « L'enfant noir et le vieux et l'enfant noir, » murmura-t-il satisfait. « Le vieux n'est plus mort, il vit dans le corps de l'enfant noir. » Il sortit du souterrain et se dirigea vers le port. Puis il s'arrêta. Il désira revoir une dernière fois quelque chose qui l'avait intrigué la veille. Il revint sur ses pas et chercha l'endroit. C'était une grande bâtisse d'aspect sévère. Au-dessus de la porte, on voyait des signes magiques. Police. L'enfant noir évita la porte hermétiquement close et entra par une fenêtre. Sa petite taille lui permit de passer entre les barreaux d'une grille. Il traversa un bureau, au parquet jonché de papier, arriva dans une grande salle dont un mur portait un râtelier de tubes brillants. L'enfant s'empara de l'un des objets et le retourna dans tous les sens avec perplexité. Il mit son œil à l'orifice du tube et ne vit rien. « C'est un os, pensa-t-il. Les dieux ont sucé la moelle. » Il souffla dans le tube pour imiter Thoth avec son sifflet de guerre. Aucun son ne sortit. Alors, il s'avisa que l'autre extrémité du tube était renflée, qu'on pouvait la tenir bien en main, ses cannelures s'adaptant exactement aux doigts refermés sur elle. Ce contact parfait, cette sensation de prise solide au creux de la paume lui plut. Il emporta l'objet brillant sans rien connaître de son usage. Il traversa le port, franchit la jetée et redescendit vers la tribu. Il n'avait plus besoin de la protection des dieux pour l'affronter. Chapitre 10. Quand Thoth parvint au pied des falaises, il appela le vieux sur tous les tons pendant des heures. Il hurla jusqu'à l'épuisement et, à la nuit tombée, reprit le chemin du village,
la voix brisée, la mort dans l'âme. Tandis qu'il courait dans les hautes herbes, il lui sembla entendre quelque chose. Il s'arrêta et tendit l'oreille. Puis il s'aplatit au sol et perçut une vibration, un galop lointain et multiple. Il se redressa sur la pointe des pieds, tendit ses narines à la brise et huma les odeurs de la nuit. « Les chiens sauvages poursuivent Tose, pensa-t-il. C'est parce que Tose est seul. » Et il gronda du fond de la gorge, comme un fauve. Il reprit une course plus rapide. Au bout de quelques milliers de mètres, il fit halte encore. Il entendit des jappements espacés sur ses traces. La meute s'était encore rapprochée. Alors il revint en arrière en faisant un grand cercle, puis, retrouvant sa piste, il s'enleva sur sa lance en un bond prodigieux par-dessus une dizaine de mètres de hautes herbes croissant sur une pente légère. Les chiens étaient tout proches. Tose resta blotti dans l'herbe, ouvrant grande la bouche afin d'atténuer le sifflement de sa respiration précipitée, réprimant le moindre geste, réprimant l'envie de masser sa cheville meurtrie par une pierre. Il entendit passer la meute devant lui, sur la piste fraîche. Il entendit le trot patient, inépuisable, des chiens, coupés de brefs abois et de halètements. Quand le bruit s'éloigna, Tose se leva en silence et s'enfuit dans le sens de la brise, afin que son odeur n'arrivât pas aux narines des chiens. De temps en temps, il sautait en s'aidant de sa lance afin de couper sa piste. Lorsqu'il se sentit à peu près en sécurité, il reprit la direction du village. Au fur et à mesure qu'il en approchait, il sentait sourdre en lui une inquiétude. Il crut d'abord que le jour se levait derrière les collines, car une lueur rougeâtre colorait l'horizon. Puis il se souvint que la nuit était à peine commencée. Enfin, il remarqua que la lumière prenait sa source en un point précis du paysage, droit devant lui. « Le village !» murmura Tose. Il courut plus vite, la sueur lui coulait de partout, la brise lui apportait une odeur de cendre. La meute de chiens passa à côté de lui, presque dans ses jambes, fuyant l'incendie. Puis il vit que le sol paraissait onduler et glisser dans la direction opposée à la sienne. Il regarda mieux. Une multitude de lapins, de petits rongeurs, de serpents fuyaient pêle-mêle. 2 jaguars apparurent et s'évanouirent aussitôt en 3 ou 4 bonds rapides. Puis un ours se passa en grommelant sans lui accorder un regard. Au détour d'un buisson, il aperçut brusquement un large ruban de flammes qui courait sur lui à travers la savane. L'air devenait irrespirable. Spectre noir aux bras tordus vers le ciel, un arbre solitaire se mit à fumer, puis s'enflamma d'un seul coup. Puis, loin, Tose distingua la carcasse noircie des tentes du village. « Où sont les chasseurs ? Où sont les femmes ?» cria Tose dans le crépitement des flammes. « Que les chasseurs répondent à Tose !» dit-il encore. Le rayonnement lui cuisait la peau du visage. Il dut reculer, fuir de plus en plus vite. La savane entière brûlait derrière lui. Chapitre 11. Le jaguar avait faim. Son corps osselé ondulait entre les débris calcinés et les souches d'arbres noircies par le feu. Sa queue battait ses flancs étroits bourrés de muscles secs. La jungle était vide de gibier. Par endroits, le sol fumait encore, malgré les trombes d'eau tombées pendant la nuit précédente. Par instants, le jaguar se brûlait les pattes et grognait. Il leva le mufle et huma la brise, mais il ne sentit, à l'infini, qu'une odeur de cendre refroidie. Il se remit en marche. Des nœuds de force saillaient sous son beau pelage ras. Bientôt, il approcha des collines. Épargnées par un caprice du vent porteur de flammes, celles-ci étaient encore vertes, à peine roussies à leur base. Le jaguar bondit légèrement par-dessus une flaque de boue cendreuse et s'engagea dans les collines surchauffées de soleil. Il parcourut encore quelques centaines de mètres et se coucha sous un arbre. De temps en temps, ses flancs s'agitaient d'un tressaillement bref, sous la piqûre des insectes. Sa queue chassait nerveusement les mouches. Le jaguar bâilla de faim, puis ses narines palpitèrent. Il se dressa sur ses pattes en réprimant un cri rauque. Des effluves d'hommes arrivaient jusqu'à lui. Il resta un moment le nez dans la brise à capter les courants affaiblis et fugitifs de l'odeur. Puis il grimpa au sommet d'un monticule, hésita un instant et se coula dans les herbes de l'autre côté. Il avançait plus vite, s'assurait en reniflant de temps en temps qu'il était dans la bonne direction,
puis reprenait son trot feutré. Il s'apprêtait à passer une levée de terrain quand, brusquement, il vit l'enfant noir. Celui-ci s'était arrêté et se débarrassait de ses fourrures. Il se mettait nu, séchant la sueur qui brûlait sa peau. Un tube brillant gisait dans l'herbe à ses pieds. Le jaguar était encore trop loin de sa proie pour bondir. Il se coula au sommet de la butte et attendit. L'enfant noir repassait autour de son torse fluet le chapelet de vertèbres. Il s'assit dans l'herbe et se reposa. Impatient, le jaguar recula et descendit lentement pour faire le tour du tertre et se rapprocher par la gauche. L'enfant noir mâchait une racine aqueuse pour apaiser sa soif. Songeur, il caressait du doigt l'objet brillant qu'il rapportait de la ville des dieux. De temps en temps, il claquait ses épaules ou ses flancs dévorés par les mouches. Autour de lui, la jungle bruissait de milliers d'insectes, et cet immense grésillement ressemblait au silence dans son uniformité à peine rompue, de temps en temps, par le roucoulement lointain d'un ramier. Il regarda ses pieds gonflés par la marche et, brusquement, fit un bond. Il avait vu un mince serpent se glisser vers lui. Prudemment, il avança la main pour prendre l'objet brillant qu'il ne voulait pas abandonner. Il s'en empara et fit un nouveau bond en arrière. À cet instant, un grand corps jaune plana une seconde au-dessus des herbes et retomba, griffe dehors, à l'endroit que l'enfant venait de quitter. Affolé, l'enfant noir resta immobile, fixant dans les yeux le grand chat à la gueule baveuse. Il chercha rapidement un abri autour de lui, mais il n'y avait pas assez d'arbres proches pour qu'il pût l'atteindre sans être rejoint par le fauve. Alors, il pointa devant lui le tube des dieux, attendant la deuxième attaque. « L'enfant noir est l'ami des dieux, dit-il au jaguar d'une voix précipitée. Si le jaguar tue l'enfant noir, les dieux tueront le jaguar. L'enfant noir a le collier des morts. L'enfant noir est en même temps le vieux. Que le jaguar s'éloigne et laisse l'enfant noir. Il a mangé la cervelle du vieux. » Mais la bête avançait lentement. Elle fit brusquement 3 pas rapides et se dressa. Fermant les yeux, l'enfant poussa devant lui le tube des dieux et tomba à la renverse sous le choc de la bête. Une secousse ébranla son bras, il lâcha son arme et se cacha la tête dans les mains, attendant d'être déchiré par les griffes du fauve dont il sentait sur lui le poids velu. Mais le jaguar ne bougeait pas. L'enfant noir sentit une tiédeur poisseuse lui couler sur le visage, il ouvrit les yeux. La bête était morte atrocement mutilée. Un coup de hache mystérieux l'avait coupé en biais, séparant la tête maflue, une partie du poitrail et la patte gauche du reste du corps inerte. Le sang inondait l'enfant noir. Il se dégagea et se dressa sur ses jambes tremblantes. Puis il émit un rire saccadé. « Les dieux ont tué le jaguar, dit-il. Il commençait à croire à sa propre puissance. Les dieux et les ancêtres du collier ont tué le jaguar, répéta-t-il. Les dieux ont tué avec le bâton brillant. Il ramassa son arme et la braqua sur le cadavre. L'objet tressauta contre la chair morte, une langue de feu jaillit en sifflant et tailla une brèche dans l'épine dorsale du fauve. Le recul fit trébucher l'enfant. « L'enfant noir est plus fort que le jaguar, il est plus fort que Tose, dit-il. Dans son enthousiasme et pour renforcer son affirmation, il posa brutalement sur le sol la crosse de l'arme. Celle-ci vibra et lança vers le ciel une gerbe éclatante. Étonné, l'enfant répéta son geste et obtint le même résultat. Il comprit alors qu'il suffisait de pousser la poignée en avant, qu'il n'était pas nécessaire de toucher l'adversaire pour tuer. Il s'approcha à quelques mètres d'un arbre colossal, visa et poussa la poignée. Le tronc de l'arbre fut aux 3/4 fauché par le feu des dieux. Le bois fuma un peu sur les lèvres de la plaie ligneuse. Le géant végétal craqua, oscilla, bascula lentement et s'abattit dans un lourd bruit de tonnerre, soulevant un nuage de poussière qui s'éleva comme un encens, comme un hommage rendu au vainqueur, à la frêle silhouette immobile de l'enfant noir ébahi d'orgueil. Chapitre 12. Tose avait couru longtemps devant le feu. Près d'être vaincu, il s'était jeté hors d'haleine dans un marécage. Couché à plat ventre dans l'eau nauséabonde, il laissa passer sur lui la terrifiante chaleur. Des brandons s'éteignaient en sifflant dans l'eau. Plusieurs lui brûlèrent au visage. L'air devenait irrespirable. De temps en temps, il dut plonger sa tête sous l'eau, car il sentait ses cheveux roussir. Mais l'eau elle-même devenait brûlante, et Tose craignait la mort. Enfin, les flammes s'éloignèrent, la crépitante chevelure de feu courut au loin,
ratissant la savane aux herbes sèches, ne laissant derrière elle qu'un terrain noirci. Tose dut rester encore longtemps dans le marécage, car le sol brûlait la corne de ses pieds nus. La faim lui crispa les entrailles. Il se nourrit de crapauds cuits sous la braise des berges et en ressentit une humiliation profonde, car c'était là une nourriture indigne d'un chasseur. Des sangsues lui saignaient les jambes. Il les arracha par poignées, changea de place, recommença. Enfin, l'orage s'annonça dans le lointain. De brèves lueurs illuminaient par éclairs un paysage désolé, silhouette noire se découpant dans un champ de cendres grises à l'infini. L'eau tomba en larges gouttes espacées d'abord, puis en déluge. La surface du marécage monta peu à peu. Le sol refroidit. Tose put sortir et cheminer seul et nu sous les trombes glacées, au hasard, sans rien connaître de la savane. Quand les nuages se dispersèrent, quand un dernier roulement de tonnerre gronda sur leurs croupes grises fuyant à l'horizon, le jour se leva. Tose marcha vers l'est, à la recherche de sa tribu. Il s'appuya sur sa lance, ses jambes blessées enflaient à vue d'œil. Il se sentait plus faible et plus vulnérable qu'une gazelle. Les 3/4 de sa force avaient été pompés par les sangsues du marécage. Chapitre 13. La tribu aux yeux hagards, aux forces épuisées par les fatigues de la nuit, gisait dans l'herbe des premières hauteurs d'Aït. Des hommes ronflaient. Debout au milieu des corps affalés, Bag contemplait tristement l'étendue brûlée. Il cherchait à retrouver le point de la vallée où s'étaient dressées les tentes confortables et rassurantes du village, mais il ne reconnaissait plus rien. Un profond désarroi emplissait son âme. Quand le vieux avait disparu, il avait compté sur Tose pour les retrouver. Mais Tose lui-même était peut-être mort, et Bag sentait sur lui le poids des décisions à prendre. 2 remparts de force et de sécurité s'étaient écroulés devant lui, le vieux, puis Tose. Et maintenant tous les regards convergeaient vers Bag. Mais Bag se sentait nu et seul devant les menaces de la nature. Il était le dernier rempart de la tribu. Celle-ci était réduite à une centaine d'individus, car l'incendie avait été meurtrier. De nombreux enfants étaient morts. L'enfant noir avait disparu, mais cela était négligeable, et peut-être même une bonne chose. Bag regrettait surtout la mort de 10 forts chasseurs, parmi les plus braves, parmi ceux qui avaient affronté les flammes pour essayer de sauver leurs enfants mâles. Ainsi rêvait Bag, en jetant un regard voilé sur les vallées grises, hier encore vêtues d'herbes soyeuses et peuplées de gibier. Il faudrait attendre des semaines pour voir reverdir la terre, fleurir les buissons et accourir les meutes de chiens sauvages en quête de lapins. Et pendant des semaines, il faudrait manger. Mais manger quoi ? La multitude d'animaux qui avaient fui en désordre avec les hommes était probablement allée beaucoup plus loin. Les collines étaient désertes de presque toute vie animale. Soudain, Bag tressaillit. Quelque chose bougeait au loin dans le désert de cendres. Un point minuscule se dirigeait vers les collines d'Haït, vers la tribu. Bag mit la main au-dessus de ses yeux, attentif. Puis il toucha du pied la poitrine de Soum étendue non loin de lui. Soum s'assit en grognant. Bag lui désigna quelque chose au loin, car la vue de Soum était connue pour valoir celle de l'aigle. « C'est un homme !» dit Soum. Ils restèrent côte à côte pendant un grand quart d'heure, sans un mot. Au bout de ce temps, Soum annonça. « C'est Tose !»« Tose revient !» cria Bag. Et comme les membres de la tribu s'éveillaient à sa voix, il répéta. « Soum a regardé dans la vallée. Soum a vu Tose. Tose revient. » Une femme rit de joie. Un chasseur fit tourner sa fronde en gloussant. Quoique Bag fût heureux, lui aussi, son soulagement était nuancé par une amertume confuse, car déjà, au retour de Tose, plus personne ne le regardait, n'attendait de lui un ordre ou un conseil. Il n'était plus le chef. Il faut aller au-devant de Tose. Et aussitôt, la pente de la colline fut couverte de chasseurs dévalant vers la vallée. Chapitre 14. Tose marchait lentement, la tête inclinée vers le sol. Chacun de ses pas sonnait dans son crâne douloureux. Ses jambes blessées avaient bu l'eau sale du marécage, elles étaient rouges et gonflées. Il s'appuya sur sa lance et s'arrêta, résistant à la tentation de se laisser tomber dans la cendre d'où il ne se serait pas relevé. Il jeta un regard vide vers la verdure des collines et sentit son cœur s'inonder d'espoir. Il avait vu les chasseurs descendre à sa rencontre. Il entendit même, amenuisé par la distance, leurs cris de bienvenue. Puis,
Cramponné à la hampe de son arme plantée dans la terre, il laissa retomber sa tête en avant. Un fil de bave reliait le sol à sa bouche épuisée. Il attendit les siens dans cette position. Il fut bientôt entouré, soutenu, porté par les bras forts des chasseurs. On l'étendit sur l'herbe fraîche et les femmes lui enveloppèrent les jambes dans de grandes feuilles humides. Chapitre 15. Au bout d'une semaine, Toz se sentit assez fort pour marcher seul. Il se leva et considéra en silence le misérable bivouac fait de rares peaux de chien tendus sur des bâtons, et dont les pans étaient maintenus au sol par des mottes de terre et des pierres. C'était l'heure où les chasseurs reviendraient bientôt, et le feu brillait plus clair dans le crépuscule. Des femmes étaient prostrées autour du foyer, leurs os saillaient car les hommes ne leur laissaient plus la moindre parcelle. Elles se nourrissaient exclusivement de racines, de vers et d'insectes. Habitués à leur criaillerie et à leur caquetage, Toz souffrait de leur silence épuisé. Hier encore, Bag n'avait ramené que 2 lapins, 1 pigeon et 3 chiens, ce qui était très insuffisant pour nourrir la tribu. Il était grand temps que Toz en personne dirigeât les chasseurs. Sa poitrine se gonfla d'orgueil. Demain, pensa-t-il, Toz mènera la chasse, et la tribu pourra manger. Elle pourra construire de grandes tentes avec les peaux. Bientôt, les chasseurs arrivèrent. La mine longue, Bag fit déposer au pied du chef la viande d'un chien. « Bag n'a rien tué d'autre » demanda Toz. « Les collines sont vides, » dit Bag. « Le gibier a fui. » Toz fit signe de jeter la viande dans les flammes. Au bout d'un temps, il distribua de menues portions aux chasseurs. Les femmes et les enfants aux yeux agrandis les regardèrent manger. Un enfant se mit à pleurer en se mordant le poing. Toz attendit que la maigre pitance fût engloutie, puis il parla. « Toz a retrouvé sa force, dit-il. Demain, il commandera les chasseurs. Puis nous quitterons les collines. Les vallées et la savane sont brûlées. » Il désigna l'est du pointe de sa lance. « Par là, le terrain monte toujours, c'est la montagne d'Aït. Seuls les dieux y vivent. Là-bas, c'est le grand marécage où la tribu serait dévorée par les crocodiles. » Il montra l'ouest. « Là-bas, les dieux ont gardé le vieux. Les dieux sont fâchés et le vieux n'est pas revenu, car la tribu n'a pas chanté assez fort et n'a pas dansé pour honorer le départ du vieux. Il n'est pas redescendu de la chaîne Cuba, et les dieux ont envoyé le feu. » La lance pivota vers le nord, désignant l'ancien détroit entre Cuba et Haïti. La tribu suivra Toz. Toz lui fera passer le col du vent. Dans le pays des monstres, nous trouverons du gibier. Toz sentit le frisson d'épouvante qui courait dans l'esprit simple de ses compagnons. Il se dressa de toute sa taille et bomba le torse. Les flammes découpèrent en méplats puissants les muscles de son corps. Il cogna du poing sa poitrine sonore et brandit sa lance. « Toz est fort, dit-il. Il est rusé. Avec Toz, la tribu pourra vaincre les monstres. Elle pourra manger les monstres. » La peur des chasseurs se teinta peu à peu d'orgueil agressif. Ils buvaient les paroles réconfortantes du chef. Ils avaient besoin de quelqu'un de fort pour les guider, pour remonter leur morale affaiblie par les épreuves. « Toz tuera les monstres !» cria un homme. « La tribu pourra manger !» hurla un autre. Et dans les acclamations qui fusaient de toutes parts, dans les cris hystériques des femmes, Toz, les dents au vent, la barbe blonde dressée vers les étoiles, éclata d'un grand rire confiant. De même que la tribu avait besoin de lui, il avait besoin d'elle, de son admiration, pour accroître en lui le sentiment de sa propre puissance. Chapitre 16. L'enfant noir avait passé plusieurs jours dans les collines, cherchant à y régner en maître, ne craignant rien des attaques des fauves, ivres de liberté et de puissance. Puis il se souvint de la tribu, et palpita de joie à l'idée de la revoir. Il se voyait déjà arriver au village, et jeter le feu des dieux vers le ciel noir, devant les chasseurs médusés. Il imaginait Toz, pliant le genou devant celui qui avait mangé la cervelle du vieux, devant l'ami des dieux. Son désarroi fut total quand il sortit des collines. Le spectacle qui s'offrait à sa vue n'était que désolation. La brise faisait voler des nuages de cendres autour du squelette noir des arbres isolés. L'enfant descendit lentement vers l'endroit où se trouvait autrefois le village. Il se sentait seul. Qu'était sa puissance si elle ne pouvait se montrer ? Qu'était sa fierté s'il ne pouvait en contempler les effets dans le miroir de centaines d'yeux braqués sur lui ? Il erra dans la noire savane, se repérant difficilement aux rares indices déformés dont il avait gardé l'image vivante dans sa tête. Là était le buisson fleuri à partir duquel on tournait à gauche. Il n'en restait que quelques rameaux épineux.
Là, le gros arbre centenaire qui n'était plus qu'une grosse souche noircie. Il passa à environ 1000 pas du village, sans le reconnaître, le dépassa, arriva au marécage qui n'était plus qu'un cloaque grisâtre avec quelques crocodiles le ventre en l'air, dépecés par les vautours. Il tua l'un des rapaces avec l'arme des dieux et, ne trouvant rien pour faire du feu, dévora crue la viande coriace. Vers le soir, il retrouva les carcasses de baleines et reconnut les débris du village, mais il ne put recueillir le moindre indice sur la direction qu'avait pris la tribu en fuite. La brise avait effacé les traces dans la cendre légère, l'odeur de l'homme était brouillée par celle du feu. L'enfant noir s'endormit pesamment sur le sol. Le lendemain, il tourna en rond dans le désert surchauffé de soleil. Après des heures de cheminement solitaire, son cœur battit plus vite. Il venait de déceler sur le sol, plus ferme à cet endroit, l'empreinte d'un pied nu auquel manquait un orteil. « Tose !» pensa l'enfant noir. Il chercha encore et décela une deuxième empreinte, une 50aine de mètres plus loin. L'enfant noir regarda dans la direction de l'est. « Tose est parti vers les collines d'Haït, » dit-il à mi-voix. Il marcha courageusement vers Haït, mit de longues heures à atteindre les premières pentes, retrouva avec joie les émanations humaines imprégnant les herbes, vit les traces du bivouac de la tribu. Mais celle-ci avait émigré vers le nord. Et voilà, c'était un premier essai. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et j'aimerais vraiment développer la partie livre audio dans mes différents projets. Du coup, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, si t'as des retours à me faire également. Je vous rappelle que si ça vous plaît, partagez autour de vous histoire de faire connaître un petit peu mon travail. Et donc comme je le disais en début de vidéo, je fais pas mal de choses à côté. Je stream sur Twitch, donc autour du jeu vidéo. Et j'ai également une autre chaîne YouTube avec un ami à moi dans lequel je réalise des aventures narratives dans l'univers du jeu vidéo. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tout est en description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour la suite des aventures de New York.